Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'essence de cette contribution, la naissance d'une ethnologie organisationnelle. Le propos de notre travail place résolument l'organisation au centre de notre questionnement. L'organisation, pour ce qu'elle est en tant que résultat du travail et de la réflexion des hommes. Mais également l'organisation, pour ce qu'elle induit en retour sur leur comportement et leur capacité à s'inscrire le plus pleinement possible dans cette même organisation grâce à l'adhésion au projet qu'elle peut leur proposer. Dans un premier temps, l'inscription que nous évoquons ici se réalisera avec une construction mentale qui permettra à chacun de comprendre dans quel ensemble humain, technique et fonctionnel il évolue. Cette investigation a pour objet l'étude de la possible capacité du management d'une organisation à conduire un collectif de travail vers une dynamique d'adaptation et ou de changement, en optimisant les termes d'un facteur que nous avons nommé facteur de proximité. Ce facteur de proximité étant la résultante des influences des caractéristiques individuelles des acteurs dans le contexte et les situations de travail, de la perception du vécu des caractéristiques individuelles des situations de travail. Dans cette perspective, l'adaptation au changement est conçue dans un processus interactif et évolutif qui ne se réduit pas à une relation mécaniste entre l'individu et son environnement. Notre travail mettra en évidence le fait que le management puisse construire un processus d'influence sur la perception du salarié des buts poursuivis par l'entreprise, sur la perception du salarié des liens existants entre le travail de l'opérateur à son poste de travail et la production globale de l'organisation, sur la relation perçue entre l'implication individuelle ou collective et la performance, mais également de la façon dont elle peut être reconnue par le management de l'organisation. Si la perception qu'a le salarié de l'environnement peut dépendre de la conception générale que le salarié a du travail, et de l'image que le salarié a de lui-même ou souhaite développer comme personne au travail, nous mettrons en évidence les variables constitutives d'un facteur dit de proximité. Ce facteur de proximité ne peut exister que si l'acteur de l'organisation a connaissance de la vocation générale et de production de l'organisation générale de l'entreprise dans laquelle il évolue, de la connaissance du fonctionnement du système d'information, du système de communication, du processus d'évaluation de la contribution et du système de reconnaissance de l'organisation. Ce travail aborde donc, sous l'angle du contrat psychologique, la relation de l'acteur à l'organisation et la capacité d'un management à la faire vivre, pour que vive de la façon la plus réalisée possible l'acteur dans l'organisation. Nous considérons le sujet actif et pluriel dans sa construction psychologique, sa socialisation, et dans le développement de ses relations avec son contexte de travail. Une investigation psychosociologique de l'objet travail dans une situation de conflit extrême a constitué le point de départ de notre réflexion puis d'une investigation étayée par une analyse qualitative. Nous soulignons ici l'impact de la rupture du contrat, souvent déclenchée par une transformation dans le milieu du travail, autant sur l'individu que sur sa relation de travail. La mise en évidence d'éléments constitutifs d'un facteur de proximité contribuerait à s'inscrire dans le cadre d'une logique préventive, voire curative en ce qui concerne l'adhésion d'un collectif de travail au projet de l'organisation. Cette adhésion permet à chaque acteur de vivre au mieux le rapport qu'il entretiendra au contrat psychologique, le liant à l'organisation. Dans un second temps, cette compréhension facilitera pour chacun l'appropriation des règles de fonctionnement de l'entité organisationnelle et permettra de plus facilement les accepter. Cette acceptation leur permettra de les assumer et par voie de conséquence, de les respecter ainsi que de mieux prendre la mesure de sa sphère de responsabilité. Car l'homme travaillant n'est pas réductible à un opérateur réalisant des activités s'inscrivant dans un ensemble plus ou moins cohérent, et que l'on pourra nommer travail. Son opérationnalité sera plus ou moins importante, et dépendante du sens et de l'intensité d'interaction possible avec d'autres emplois servis par d'autres hommes. Ces regroupements d'emplois constitueront des services au sens fonctionnel du terme, qui eux-mêmes serviront des fonctions spécifiques de l'organisation. Le bon fonctionnement d'une organisation ne se satisfera pas uniquement d'une organisation structurée, voire rigide, fût-elle écrite. Cette condition ne sera pas suffisante pour lui assurer un correct fonctionnement. A contrario,
une souplesse organisationnelle permettra de dépasser ces empêchements ou dysfonctionnements liés à l'organisation elle-même, ou à des aléas relatifs à la confrontation de l'organisation à l'ensemble des environnements auxquels elle peut être confrontée. Ces environnements tant internes qu'externes sont de différentes natures et peuvent ne pas avoir tous les mêmes conséquences, mais sont en tout cas tous à recenser. L'analyse stratégique classique des organisations les recense en tant que forces et faiblesses internes et externes de l'organisation. Elle les classe en deux catégories, celles relatives au macro-environnement et celles relatives au micro-environnement. La souplesse organisationnelle que nous évoquons ici serait un possible levier positif d'action interne relatif au micro-environnement de l'organisation et aurait trait à la vie et à la gestion des hommes dans l'organisation. Ce concept de souplesse organisationnelle, nous ne l'avons jamais trouvé nommé en tant que tel dans la littérature scientifique. Pourtant, à bien des reprises nous avons pu être confrontés à l'occasion de notre pratique professionnelle, à la réalité de ces effets qui peuvent être si bénéfiques quand cette souplesse organisationnelle existe. L'organisation ne peut sommer l'homme travaillant, cet acteur jouant son rôle professionnel, de veiller à créer les conditions d'une souplesse organisationnelle. Cet acteur s'inscrit déjà dans une nécessité permanente d'adaptation. Cette adaptation est une adaptation à la réalité de ses activités, de son emploi et de son travail, à la façon dont ce dernier a pu être conçu théoriquement par le concepteur du travail. L'acteur de l'organisation, par des actions d'adaptation et d'ajustement permanentes, rendra son travail tout simplement possible, car il est confronté en permanence à la nécessité de rendre faisable la réalisation de ses actes professionnels par l'utile adaptation de la conception théorique du travail au réel de l'activité. La psychopathologie du travail a été appelée en renfort de la compréhension théorique des fonctionnements de l'organisation et a initié le balisage du chemin amenant à la reconnaissance de la subjectivité vers laquelle renvoie le travail humain. Cette subjectivité ne peut être envisagée qu'au regard de ces formes pathologiques, générant des dysfonctionnements organisationnels. Ceux-là même qui, mettant en exergue leur réalité, nous permettent de mieux les appréhender pour les comprendre. Nous voudrions préciser ici que le projet de notre réflexion n'est pas par ailleurs une intention de stigmatisation des lignes managériales en responsabilité. Bien au contraire, notre projet est d'entraîner les représentants de cette ligne managériale vers une réflexion rappelant la nécessité de l'existence d'un projet organisationnel. Ce projet organisationnel devra être clairement énoncé, et ainsi risquera moins d'être perverti par des procédures ou des outils gestionnaires pouvant s'avérer parfois défaillants. La nécessité de son existence est absolue, car il demeurera le point de repère donné à connaître à l'ensemble de la collectivité de travail. L'acteur de l'organisation n'est donc pas le seul à devoir assurer sa possible inscription dans la dynamique de l'organisation. Il doit aussi le pouvoir. Cette dynamique devrait créer les conditions d'une certaine souplesse organisationnelle que nous nommerons dynamique de l'organisation. L'existence éventuelle de cette dynamique de l'organisation peut et devrait être à l'instigation de la ligne managériale. La ligne managériale de l'organisation doit avoir le projet d'entraîner le collectif de travail vers l'atteinte des réalisations contributives à la réussite du projet institué, et donc institutionnel à l'échelle de l'organisation. Par projet, nous entendons projet global de l'organisation. C'est-à-dire le but ou les buts à atteindre et qui concourent au service de la vocation de cette organisation. Au-delà, le projet peut être présenté comme un pari aussi raisonné, argumenté et mesuré que possible, qui marquerait dans le cas où il serait réussi, la réussite de l'organisation. Il précise des actions à mener, des actes à poser et des résultats à atteindre. Il doit être explicité et présenté par la ligne managériale à l'ensemble des acteurs de l'organisation. C'est là une des premières difficultés à laquelle est confronté le management, à savoir la nécessité d'entraîner un collectif de travail, tout en ayant conscience de la difficulté d'atteindre ce but. Par ailleurs, à l'instant d'un bilan, le management doit être en capacité de permettre aux acteurs de l'organisation de relativiser, de façon constructive, la non-atteinte éventuelle de ce même projet. Cette logique du projet s'accompagne d'enjeux psychologiques et politiques.
Nous pouvons évoquer ce qui est de l'ordre d'enjeux psychologiques, car ce rapport au projet mobilise pour chaque acteur de l'organisation des investissements conscients et inconscients. Ces derniers, mobilisant la sphère du psychique, impliqueront que chacun pourra avoir du mal à relativiser son rapport à l'atteinte du projet. Cet objectif énoncé dans le cadre de l'activité professionnelle pourra, pour chacun d'entre nous, déborder largement au-delà de cette sphère. Les enjeux politiques sont également présents car les représentations, les valeurs, les modèles et de façon générale tous les autres éléments qui sont des composantes spécifiques du contexte organisationnel de cette entité et collectif de travail, organiseront le rapport politique voire idéologique de l'acteur de l'organisation à son projet. Dans le cadre du pilotage du projet de l'organisation que réalise le management, une responsabilité supplémentaire échoit à la ligne managériale. Cette responsabilité est relative à la clarification par chacun de sa part contributive à l'atteinte de l'objectif commun, du projet de l'organisation. Cette explicitation devra être effective pour chaque strate et niveau de responsabilité matérialisant la structuration fonctionnelle et hiérarchique de l'organisation considérée. Le projet sera écrit en termes simples et compréhensibles par tous. Il sera porté à la connaissance des acteurs de l'organisation, à l'occasion d'un document qui aura la fonction d'informer et d'objectiver son contenu. Par analogie, on pourrait avancer que le projet devient la loi d'une organisation pour un temps donné. Car ce qui caractérise le projet, fût-il d'une institution, c'est qu'il doit être borné à un espace temporel bien précis. Mis en œuvre ainsi, le projet questionne cependant et renvoie à l'acteur de l'organisation, au collectif, au service et à l'organisation elle-même. Le projet constitue en quelque sorte pour lui un espace de questionnement le concernant, où l'imaginaire et le subjectif ont toute leur place. Cet aspect du projet de l'organisation nous a toujours questionnés, car il révèle une dimension de réflexion qui peut pointer l'une des spécificités d'intervention et d'étude des psychologues du travail dans l'organisation. Le projet de l'organisation pourra même être énoncé en termes élevés, au sens humain du terme. À plus forte raison, si cela correspond à la volonté d'action réelle des dirigeants de l'organisation, et à la réalité de son activité. Il ne devra pas s'agir d'une posture où prévaudraient des éléments de langage ne visant pas que la promotion de l'organisation, au détriment des efforts que les acteurs de l'organisation réaliseraient pour parvenir à répondre aux attentes du management, quitte à ce que celui-ci nie une réalité faite de souffrance. Ce projet, humainement ambitieux, sera d'autant plus fédérateur qu'il permettra l'adhésion des acteurs, leur motivation, ainsi que de développer et d'accroître leur capacité de production, ce qui les mènera sur le chemin de leur réalisation professionnelle et personnelle, au terme du contrat organisationnel ainsi écrit. Chaque acteur pourra alors s'inscrire au sein du projet de cette organisation et estimer alors en être, à son échelle et en tant que contributeur, le garant. Dans ces conditions, cet homme pourra pleinement être nommé acteur de l'organisation et non individu ou sujet. Cette notion d'acteur de l'organisation implique une conception active, autonome et responsable de cet intervenant. Elle s'inscrit également dans une dimension de collaboration collective. Les principes de base du diagnostic organisationnel nous affirment qu'une organisation résulte de la coordination rationnelle des activités d'un certain nombre de personnes, en vue de poursuivre des buts et des objectifs explicites communs, par une division du travail et des fonctions et par une hiérarchie de l'autorité et des responsabilités. L'organisation prône et résulte à la fois de la hiérarchie, de l'autorité qu'elle procure à la hiérarchie, et des responsabilités qu'assume la ligne managériale. Par ces quelques précisions, nous rappelons le cadre premier de notre contribution. Nous savons que la psychologie du travail est bien l'étude du rapport de l'homme au travail, et du travail à l'homme. Notre propos est de regarder plus particulièrement le rapport de l'homme à l'organisation, et de l'organisation à l'homme, en sachant que cette organisation est bien incarnée par les représentants de la gouvernance de cette organisation, à savoir l'encadrement ou le management de celle-ci. Nous utiliserons préférentiellement le mot de management, au regard de sa large utilisation dans la littérature relative au champ théorique dans lequel s'inscrit notre questionnement. Un hiatus dans ce rapport entraînera des conséquences qui ne seront jamais bénignes.
de la possible inadaptation de l'organisation au service de sa vocation ou à ses objectifs de production tant qualitatifs que quantitatifs, à son incapacité d'indiquer et de promouvoir une logique collective d'action, de sa difficulté à indiquer clairement à chacun le précieux de sa contribution, de son impossibilité à installer un climat serein et rassurant facilitant l'épanouissement de la capacité créatrice de tous. Ces évocations, qui peuvent être de nature scientifique différente, ne doivent pas nous distraire de la logique d'approche de la compréhension de la problématique que nous évoquons dans le titre de ce travail. Le thème de notre contribution se situe résolument dans le champ de la psychologie. Cependant, nous voudrions dès à présent préciser au lecteur que l'ambition de notre travail est d'inscrire cette réflexion dans le cadre d'un nécessaire regard heuristique. Ce regard pluriel a l'intention de s'extraire d'une approche monothéorique, qui prendrait ainsi le risque d'un morcellement de constats de résultats. Le fait de se référer à plusieurs champs théoriques nous permettra également de nous extraire du risque d'une idéologie exclusive en particulier. De plus, il est de notre point de vue important d'éviter ce possible rétrécissement d'un champ de compréhension qui ne tiendrait pas compte des déterminismes historiques, culturels se situant dans une optique sociologique et sociétale, des actes que les acteurs de l'organisation peuvent poser et de la genèse ainsi que de la dynamique propre des organisations. Compte tenu des différentes natures et essences théoriques de notre investigation, il nous faudra éprouver le modèle d'analyse proposé en considérant la psychologie du travail, la psychologie des organisations, la gestion des organisations, la gestion des ressources humaines. Mais nous garderons bien présent à l'esprit que quel que soit le moment considéré de l'observation, le résultat de l'analyse n'est réductible qu'à cet instant et à l'angle de vue spécifique que l'on a pu adopter. L'ambition de ce travail n'est donc pas de donner une grille d'analyse opérationnelle, qui, dans une visée interventionniste globalisante et adaptative à tout prix, ferait adhérer le collectif d'une organisation au projet stratégique et productif de celle-ci. Ce projet est juste une tentative de définition des principaux liens qui peuvent permettre à l'acteur de l'organisation de se trouver, et se retrouver dans un collectif de travail. Cette appropriation rendue possible, elle pourra contribuer à lui permettre de dépasser sa possible représentation du travail en tant qu'univers de contrainte, de coercition, voire d'aliénation. Nous avons pu à maintes reprises, à l'occasion de notre expérience professionnelle, constater cette réalité. Une motivation supplémentaire de notre travail réside dans la volonté d'apporter une pierre à l'édifice de la définition de la qualité de vie au travail. Ce nouveau concept en émergence dans la littérature relative à la gestion de l'entreprise reste aujourd'hui encore flou. À notre connaissance, il n'existe pas de définition faisant l'unanimité de la qualité de vie au travail au sens de normes juridiques, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Il n'y a pas non plus de définition unique sur le plan scientifique. Les entreprises, elles, utilisent et définissent le terme chacune à leur manière, privilégiant ce qui peut leur paraître primordial et considérant assez souvent exclusivement la nature des difficultés auxquelles elles sont confrontées, et celles-ci uniquement. Lorsque l'on analyse les définitions existantes, on constate qu'elles diffèrent selon que l'accent est mis sur les effets, les déterminants, les moyens ou la démarche. S'il est unanimement admis que cette expression se rapporte à l'humanisation du travail, il reste à établir les facteurs principaux qui influent sur la qualité de vie au travail. Le travail pourrait devenir un moyen et un lieu de construction de soi par la compréhension et l'adhésion à l'analyse des réalités qui prévalent dans l'écriture des règles. Nous évoquons ici les règles qui organisent les rapports de l'acteur de l'organisation, à son environnement et aux autres. De fait, le travail pourrait devenir un lieu où la construction du lien social serait organisée en fonction des objectifs de l'organisation, conséquence de son projet institutionnel. L'action du management de l'organisation pourrait contribuer à faire en sorte que le travail soit un empêchement ou un levier de réalisation du développement d'un individu en situation de travail. L'individu pourra alors devenir un acteur de l'organisation, au sens le plus réalisé et réalisant du terme. Ce questionnement renvoie à l'apport théorique de la psychologie du travail, qui fondera les bases de la psychodynamique du travail. Cette dernière aborde la dimension assez essentielle du conflit existant entre l'organisation de la personnalité
et les implications de l'organisation du travail. La question est posée non plus en termes de pathologie du travail, mais plutôt en termes de souffrance et de plaisir au travail. La question de la gouvernance de l'organisation sera également abordée, car le niveau de précision politique du projet écrit par le management de l'organisation est fondamental. Nous aborderons la thématique de la gouvernance de l'organisation, en nous rapprochant de la problématique du pilotage de celle-ci, et d'un contrat social qui pourrait lier l'acteur de l'organisation à celle-ci. En termes d'environnement, notre formation et notre pratique professionnelle nous a amenés, relativement rapidement, à vérifier la réalité de 3 niveaux d'appréhension de la réalité. Ceux-ci sont relatifs, dans le cadre de l'examen des rapports d'un acteur à son organisation, à un niveau individuel, à un niveau interindividuel et à un niveau organisationnel. En revanche, les mécanismes de fonctionnement qui pouvaient amener ces éléments à s'organiser et à interagir entre eux sous l'impulsion du management d'une organisation, nous ont longtemps semblé beaucoup plus complexes à saisir. Contexte de l'investigation, un incident critique organisationnel. La contribution qui est présentée au lecteur s'inscrit dans le souci de poursuivre une analyse du fonctionnement de l'organisation en général, et plus particulièrement de l'élément moteur qui pourrait entraîner l'acteur de l'organisation vers une possible adhésion ou une distanciation vis-à-vis du projet que lui propose l'organisation. Cette démarche, qui peut inspirer bon nombre de psychologues du travail, les inscrit ainsi résolument dans une posture d'ethnologue organisationnel. Nous inspirons des travaux de Renaud Saint-Saulieu qui définissaient les bases de l'entreprise culturelle. Nous avions déjà eu l'occasion de réfléchir à la question de recherche de la possible adhésion de l'acteur de l'organisation au projet de l'organisation. Par projet, il faut entendre ici projet global de l'organisation, c'est-à-dire celui qui peut être une déclinaison de la vocation stratégique et industrielle mais également sociale et humaine de l'organisation. Ce travail est donc une tentative de mise en lumière de l'existence de ce que l'investigation menée nous a conduit à nommer un facteur de proximité, ainsi que l'étendue de son effet à la fois sur l'organisation et sur les acteurs de l'organisation. Nous proposerons au lecteur de considérer notre contribution qui se situe dans le champ de la psychologie du travail et de la gouvernance de l'organisation. Il est important de comprendre que ce travail n'est pas un travail expérimental mais plutôt d'essence qualitative. Il s'inspire également des référents théoriques de la clinique du travail. La réalité à laquelle nous avons été confrontés et que l'on pourrait qualifier d'incident organisationnel critique, nous a poussés, comme nous avons l'habitude de le faire en situation professionnelle, à rechercher des référents permettant de prendre de la distance et d'objectiver cet événement. Aussi, la nécessité de nous avancer vers la construction d'une explication s'est imposée à nous. C'est ce possible apport théorique à la recherche que nous souhaitons présenter ici. Un concept innovant. Pour aborder le phénomène que nous avons appelé le facteur de proximité, et d'en démontrer les mécanismes de fonctionnement, il nous a été nécessaire de convoquer l'ensemble des références issues de la psychologie sociale et du travail sur lesquelles nous pouvions nous appuyer. Dans le titre de ce travail, on peut suspecter la mise en présence de la dynamique de l'organisation avec le management. Ce titre souligne la formulation de la problématique de la recherche, et nous a donc renvoyé vers la nécessité de nous inscrire dans le cadre d'une démarche heuristique. Ce travail a trouvé son point de départ à la suite d'un événement violent, recueilli à l'occasion de l'expression du témoignage d'un salarié travaillant dans une entreprise industrielle du secteur de la construction automobile d'un site de plus de 3000 personnes. Dès lors, nous n'avons pu faire autrement que d'essayer d'analyser cet incident pour répondre aux questions suivantes. Comment l'organisation peut-elle générer ce type d'événement ? Comment alors l'organisation devra-t-elle se structurer, s'organiser et fonctionner pour éviter ce type d'incident organisationnel majeur ? Il est évident que ce questionnement ne peut trouver ses limites dans le cadre d'un simple diagnostic organisationnel. Le fil de la réflexion à laquelle nous nous sommes livrés nous a fait revisiter bien des référents théoriques, mais nous a également amenés sur le terrain de la gouvernance et du pilotage de l'organisation, du contrat social
de la thématique des risques psychosociaux que l'on peut-être, combattre efficacement en permettant à l'acteur de l'organisation de comprendre l'univers organisationnel dans lequel il évolue. Avançant dans ce questionnement, nous avons pu nous demander quel était le moyen qui pouvait faire en sorte qu'un salarié adhère au projet que lui propose l'entreprise qu'il emploie. La théorie à l'aide de l'insupportable et a priori inexplicable. Renaud Saint-Saulieu dans L'identité au travail, paru en 1977 en situe les conséquences. Il nous indique comment comprendre les enjeux théoriques d'une culture d'entreprise vue, dit-il, comme un lieu de créativité autonome régissant sous la pression de ses différents environnements, un lieu de rencontre des mentalités collectives et d'identités distinctes soumis en permanence à des phénomènes de cohésion interne, un lieu d'échange et de compromis entre modèles et normes et enfin un lieu d'apprentissage culturel. Renaud Saint-Saulieu avance l'idée majeure que la production de sens en entreprise doit être le résultat d'un mouvement permanent d'adhésion, de reconnaissance et de débat. Ce sont les bases de l'entreprise culturelle. Ces acquis conditionnent, à l'évidence, une posture théorique spécifique. Nous prendrons également en compte les concepts relatifs aux pratiques sociales observables dans l'organisation, et les théories s'intéressant à la culture de l'organisation. La culture de l'organisation est telle que, pour certains auteurs, elle est une variable parmi d'autres au sein de l'organisation comme le prône Elliott Jaques. Pour Pierre Bourdieu ou Anthony Giddens, c'est un élément structurant de l'organisation, à partir duquel le travail est organisé. Notre travail peut être considéré comme une tentative de synthèse constructiviste prenant en compte ces deux courants de pensée. Celui de l'abord de la culture, et celui considérant l'organisation pour aller vers un regard porté sur la culture organisationnelle. Partageant également le regard d'Omar Atkouf, lui-même inspiré par la pensée d'Elliott Jaques et d'Elton Mayo, qui considérait que la culture d'entreprise pouvait être appréhendée comme un système social irrationnel, nous pensons que la culture d'entreprise est un composé complexe objectif fait de représentations mentales liant le matériel et l'immatériel. Nous avons emprunté à notre tour le chemin tracé initialement par Elliott Jaques à l'occasion de ses travaux de socio-analyse des organisations. Notre travail a tenté d'esquisser une approche relative à la compréhension des comportements humains et organisationnels. Notre motivation a été alimentée par un désir d'élaboration d'une contribution à la prévention de dysfonctionnements organisationnels, évitant ainsi de néfastes conséquences pour les membres d'une collectivité de travail. Les limites imposées ont balisé le périmètre des conditions d'investigation et nous ont conduits vers un modèle de recherche-action impliquée, dénommé également recherche-action participative, s'inscrivant dans la tradition de la Participative Action Research. Cette dynamique, à l'origine du mouvement de l'analyse institutionnelle, défend l'implication des acteurs dans le processus de production des connaissances mais aussi la finalité de transformation sociale. Cette logique d'action reconnaît la fonction politique de toute recherche en sciences sociales et fait appel à la pluridisciplinarité ainsi qu'à la multiréférentialité. Aussi, le modèle de recherche-action impliqué mis en œuvre ici s'inscrit plutôt dans une perspective de démocratie épistémologique telle qu'aime à la définir Alexandre Dorna. Celui-ci nous interpelle de la façon suivante. Face à un objet de questionnement que nous essayons de cerner, devons-nous a priori nous réserver le droit d'affirmer une inégalité heuristique des théories ? Notre activité d'enseignement au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, nous ont rendus sensibles aux contributions de la sociologie clinique et de la clinique de l'activité telles que développées par Yves Clos et Dominique L'Huillier. Citons la clinique de l'activité qui s'inscrit dans la tradition des recherches-actions, en rassemblant des perspectives qui ont en commun la même conception du rapport dialectique entre connaissance et action telle que présentée dans la psychodynamique du travail. Cette conception est fondée, et nous l'avons faite nôtre en partie sur l'hypothèse que des savoirs de portée générale peuvent être produits à partir de l'expérience directe des acteurs et peuvent être relatifs à des situations singulières. Au-delà, nous devons repréciser les champs conceptuels et le cadre d'intervention que peut représenter la clinique de l'activité. Pour les équipes de la filière de psychologie du travail du CNAM, cela peut se concrétiser par le fait de mener des recherches sur le travail en réponse à de demandes de milieux professionnels divers. Hôpital, bâtiment,
enseignement, justice, production électrique, conduite automobile, cimetière parisien, etc. Ce premier objectif est d'abord un objectif d'action. Il concerne le développement du pouvoir d'agir des professionnels sur leur activité et sur les tâches et missions qui leur sont confiées par l'organisation du travail. Cette action qui cherche à provoquer le développement d'une activité de médiation du collectif sur lui-même et sur la situation, vise la transformation des tâches, des artefacts et de l'organisation du travail. Cette action est aussi un moyen de connaissance du travail, de ses moyens et de ses conditions de réalisation pour les chercheurs. Par ailleurs, la recherche en psychologie permet au sujet, dans le meilleur des cas, de transformer des fonctionnements réalisés en objets d'un nouveau fonctionnement car on cherchera à étudier le développement réel possible ou empêché et ses principes. La méthodologie en clinique de l'activité tente de comprendre et d'expliquer comment s'organise la transformation de l'action ou son échec, en organisant elle-même une transformation réglée de l'action, ainsi que sa récréation développementale. Il s'agit donc, non seulement de comprendre le travail pour le transformer, mais de le transformer pour comprendre comment le développement se produit ou ne se produit pas. Ainsi, la recherche concerne chronologiquement le travail puis le développement provoqué par notre action, qui peut devenir matière première de l'investigation, moyen de produire des connaissances sur le développement psychologique possible ou non dans l'action. On s'intéresse alors aux régularités du développement ou encore les invariants du développement et ses empêchements. Le nouveau qui survient dans l'activité, pour être souvent inattendu, ne se produit pas au hasard. Le développement et ses impasses portent la trace de fonctionnements réitérés qui méritent d'être étudiés en tant que tels. De ce point de vue, une clinique de l'activité sur son versant scientifique est une contribution à une psychologie du développement normal et pathologique tout au long de la vie. Autrement dit, une psychologie de l'adulte qui travaille, cet adulte si longtemps regardé en psychologie comme une simple projection de l'enfance. Cependant, pour notre part, nous préférons continuer de désigner l'homme au travail comme acteur de l'organisation, plutôt que sujet avec tout ce que cela peut impliquer en termes de capacité à penser, à vivre et à inférer sur son travail. Cette considération l'inscrit résolument dans le champ des préoccupations des équipes de la filière de psychologie du travail du CNAM. Quand la réalité malmène la théorie. Un premier niveau de réflexion a été opéré relativement à la confrontation à cet incident organisationnel, à l'occasion duquel un ouvrier de production a poignardé son chef d'équipe avec un tournevis. La volonté de compréhension de cet incident nous a amenés à convoquer un ensemble de référents théoriques. Les acteurs de l'organisation nous ont confié un premier matériel. Un tract qui a été analysé avec un logiciel d'analyse sémantique. Cette analyse a permis de mettre en évidence des premières orientations de questionnement. Nous avons proposé à un groupe de personnes désignées comme étant des experts, car représentant plusieurs approches de la réalité du travail, de répondre à des questions qui exploraient ces différentes orientations de questionnement. Le matériel qu'ils avaient pu produire a également été soumis à ce logiciel d'analyse sémantique. Ces pistes de questionnement, par la récurrence des représentations, sont devenues des hypothèses explicatives possibles quant à l'apparition de l'incident et, en termes d'effets induits, des parties constitutives du facteur de proximité et donc de sa réalité. Ces experts questionnés ont confirmé la réalité de l'incidence, à leurs yeux, des hypothèses posées. À notre invitation, cette investigation a été proposée par les élus des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, CHSCT, à la direction de cet établissement. Celle-ci a refusé de s'y prêter. L'impossibilité de mener une investigation au sein de l'organisation ne nous a pas permis de nous inscrire dans le cadre de cette dernière étape. Nous avons pourtant construit un outil d'enquête qui nous aurait permis de continuer de travailler au recueil de matériel susceptible d'avancer vers la compréhension de ce que pouvait être le facteur de proximité. Dès lors, notre volonté première de nous inscrire dans le cadre d'une recherche-action dite appliquée devenait contrariée. La problématique et le cadre théorique posé s'inscrivent bien dans le champ des concepts des courants théoriques relatifs à la psychologie des organisations, à leurs évolutions,
aux pratiques actuelles touchant à l'organisation du collectif de travail et les pratiques managériales qui en découlent. Dans un second temps, par la mise en évidence des éléments constitutifs du facteur de proximité, nous avons tenté de modéliser l'établissement d'une pratique managériale qui pourrait tendre à permettre à chaque acteur de l'organisation, par les éléments de compréhension et d'appropriation mis à sa disposition, d'adhérer au projet de l'organisation. Nous avons voulu œuvrer dans le cadre des dispositifs de recherche-action dans un modèle de recherche dit appliqué, c'est-à-dire de production de savoir utile dans l'action. Cette approche développée par Kurt Lewin et inspirée par la psychologie de la forme, Gestalt théorie, s'inscrivant dans ce courant dynamique. La conséquence, en termes de méthodologie posée et contrainte, articulant des référents théoriques et des réalités et savoirs détenus par les acteurs de l'organisation, a donné lieu à cette approche. L'analyse des éléments recueillis a démontré que les variables que nous avons envisagé de rendre contributives, de ce que nous avons nommé le facteur de proximité, ont bien lieu d'être citées. Nous pouvons par conséquent avancer que ce facteur de proximité qui permet au collectif d'une organisation d'adhérer ou de prendre de la distance vis-à-vis du projet de l'organisation a bien un rôle prépondérant à jouer. Ce facteur de proximité est bien constitué des 6 variables que nous avons désignées comme étant possiblement explicatives de sa constitution, de son intensité et de son efficience. Ces variables sont les suivantes. La connaissance de la vocation de l'organisation par les acteurs eux-mêmes. La connaissance de l'organisation, à savoir de son fonctionnement et de ses caractéristiques. La compréhension du fonctionnement du système d'information. L'acteur de l'organisation se situant ici dans une posture de passivité, et l'élément de contrainte ressenti par lui étant plus important que dans la variable suivante. La connaissance du système de communication implique, elle, pour l'acteur de l'organisation, une plus grande possibilité de vivre ce moment d'interaction comme étant moins contraint, car il peut y interagir. La compréhension du système d'évaluation, la compréhension et l'acceptation de ce qui régit ce système. La compréhension du système de reconnaissance instauré. Dynamique d'adhésion ou de distanciation. Ces éléments constitutifs du facteur de proximité sont à considérer comme autant d'agents de socialisation organisationnelle. Compte tenu de la nature de ces variables, il apparaît que le rôle de la direction de l'organisation et d'une façon plus générale, de l'ensemble de sa ligne managériale a réellement une action majeure à jouer dans la constitution d'un facteur de proximité. C'est bien ce facteur de proximité qui permettra au collectif d'une organisation d'adhérer au projet que lui propose le management de cette organisation. Ce qui n'a pu être complètement exploré dans le cadre d'une perspective expérimentale, c'est le poids spécifique de chacune des composantes constitutives du facteur de proximité, et l'intensité des interrelations pouvant exister entre elles. L'intérêt d'un tel travail s'inscrit également dans une dimension prospective qui peut permettre sur le plan pratique comme sur le plan théorique, les réalisations suivantes. Sur le plan pratique et pour l'organisation concernée au premier chef, l'élaboration d'un plan curatif basé sur le repérage auprès des acteurs de leur niveau d'adhésion potentiel est possible au projet de l'organisation. Ce travail, rendu possible par le traitement des résultats de questionnaires administrés, permettra au management de détecter des points d'alerte relatifs aux variables constitutives du facteur de proximité. Ces points d'alerte devant être traités, appelleront la mise en œuvre d'actions correctives dans une logique classique d'audit. Sur le plan pratique et pour d'autres organisations faisant partie du même secteur d'activité, on pourrait envisager d'établir des tableaux de bord portant sur un diagnostic de l'état du facteur de proximité ou de chacune de ses parties constitutives. Cette logique d'action s'inscrit dans une fonction de veille, que l'on peut directement rattacher à la nécessité et à l'obligation réglementaire pour toute organisation de veiller à la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Cette logique d'action préventive répond aussi aux nécessités qui s'imposent au management de l'organisation, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'employeur. Enfin, sur le plan théorique, la contribution que peut représenter la mise en évidence de l'émergence du facteur de proximité peut contribuer, en termes d'ouverture de perspective,
à questionner plus avant l'organisation, l'environnement de l'organisation et ce faisant les termes du rapport qui peuvent exister entre un homme et son travail. Les perspectives de développement et voies ouvertes. Le facteur de proximité est né de la réalité d'une approche heuristique. Les théories culturelles de l'organisation sont véritablement porteuses de cette réalité. En cela, nous pouvons avancer que les considérations théoriques qui ont composé la toile de fond de l'émergence du facteur de proximité s'inscrivent dans ce type de vision. Notre démarche s'est voulue un peu, en décalage avec l'approche positiviste. Nous nous sommes plutôt situés dans le cadre d'une démarche qualitative, fondée sur la prise en compte d'expressions symboliques, plus que dans le cadre d'une approche quantitative qui aurait été fondée sur la mesure. Bien sûr, nous n'avons pas voulu rejeter complètement les moyens de nous inscrire dans le cadre d'une approche distanciée et à minima objectivée. Notre démarche a privilégié la compréhension plus que l'explication causale. Le but recherché était de favoriser la coproduction de compréhension du sens des conduites en situation, et donc difficilement isolable ou reproductible en laboratoire en tant que variable unique. La production de connaissances sur le travail est le résultat d'une activité réflexive dans l'activité, et réciproquement. Ce dernier point est une source de validation de la connaissance. Nous avons établi un plan d'expérience qui s'inspire d'une conception de la recherche-action et même recherche-implication, dans laquelle s'inscrit la clinique du travail. La clinique du travail s'alimente de multiples apports non réductibles à une unique obédience théorique. La seule considération valant dans l'acceptation de ces influences et contributions d'origines différentes réside dans le fait qu'elles soient reliées par une collaboration selon un schéma éthique mutuellement acceptable. C'est ce que nous disaient Léon Rapoport et David Summer en 1973 dans Human Judgment and Social Interaction. Au-delà de l'espace de cette contribution, des questions demeurent sans réponse. Il s'agit des questions qui restent à adresser à l'organisation, et des questions à l'attention de l'environnement de l'organisation. Des applications pratiques. Ces questions ouvrent des perspectives de développement pratique qui pourront être concrétisées par l'engagement dans des processus de création de guides et d'outils portant sur les 6 composantes du facteur de proximité. Ce travail d'élaboration contribuera ainsi à aider l'organisation à créer, à consolider ou à moduler un facteur de proximité en son sein. Une autre application pratique pourrait être matérialisée par la création d'un baromètre portant sur l'état du facteur de proximité de l'organisation, ou plus spécifiquement sur l'une des composantes de ce facteur de proximité. Mais, bien au-delà de ces applications pratiques de portée relativement limitée, bien des interrogations porteuses de sens se font jour. Le renvoi à des questionnements théoriques. La première de ces interrogations concerne la capacité de l'organisation à faire adhérer l'individu au projet qu'elle peut proposer, et qui porte sur sa capacité de reconnaissance intégrative. Une autre voie devra être explorée, celle qui concerne le regard que les acteurs de l'organisation portent sur le management dans ce qui peut le fonder, dans la façon dont il se manifeste et son acceptation par les acteurs de l'organisation. L'acception du terme travail dans sa dimension polysémique et les conséquences de celle-ci pour les acteurs de l'organisation devra être investiguée plus avant en étant actualisée dans un contexte sociétal en permanente évolution. L'évolution du rapport de l'homme au travail s'inscrit dans notre temps et nous amènera en conséquence à nous questionner sur ce temps, sur les termes du contrat social qu'il porte aujourd'hui et qui a pu évoluer. Il pourrait être intéressant de questionner, dans le cadre d'une analyse culturelle de l'organisation, la façon dont l'organisation en tant que source potentielle d'angoisse pourrait paraître plus accessible et donc rassurante pour un salarié grâce à l'apport du facteur de proximité. On pourra également se demander si un facteur de proximité trop consistant, au sens où l'entendait Serge Moscovici dans son ouvrage « Psychologie des minorités actives », paru en 1979, serait éventuellement trop contraignant pour l'acteur de l'organisation, le privant d'une possible respiration, faite d'absence d'opposition éventuelle et de possibilité de refus d'adhérer au projet que lui propose cette organisation. Concernant les questions à poser à l'environnement de l'organisation, des perspectives d'investigation restent ouvertes quant au questionnement de la réalité du travail rencontré, du contexte du travail,
des pratiques de gestion des ressources humaines que la connaissance de l'existence du facteur de proximité permet d'interroger sous un autre jour. Au-delà, le facteur de proximité questionne le travail lui-même dans ses évolutions économiques, socio-organisationnelles, ses évolutions sociologiques, ses conséquences et ses effets en termes de santé pour l'acteur de l'organisation. Questionner la question ne doit pas nous affranchir de questionner le questionneur. Le service de l'investigation du facteur de proximité implique de porter attention aux différentes dimensions dans lesquelles s'inscrit l'intervention du psychologue du travail. Celui-ci portera attention au principe de l'intervention en psychologie des organisations et sur la capacité autant que sur l'impérieuse obligation que peut avoir le psychologue du travail à inscrire les actes qu'il pose dans le cadre du respect de son code de déontologie. L'analyse des rapports entre le travail et la psychologie implique d'examiner les transformations de celui-ci dans la société. L'individu, grâce aux contributions de la psychologie, pourra comprendre et s'inscrire ou non dans les demandes sociétales émergentes en lien avec le travail. Notre travail porte le projet de poser une bien modeste pierre à l'édification de cette réflexion. Pour notre part, nous constatons que notre éthique professionnelle, qui est explicitée par notre code de déontologie, ne nous laisse pas le choix. Nous ne pouvons être un agent du changement dans cette société qu'en questionnant le travail et non l'individu, car comme le disait François Rabelais dans son Pantagruel, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Première partie, l'investigation théorique. L'examen théorique de la question. Le monde du travail évolue car notre monde évolue. Des bouleversements notables se sont déroulés dans ces 20 dernières années. Une pression économique toujours plus importante a impacté l'environnement de l'entreprise et a contraint l'organisation à évoluer. Dans notre vocabulaire quotidien, des termes se sont faits de plus en plus pressants. Ce sont ceux de la compétitivité, du rendement, de l'efficacité, du retour sur investissement, des dividendes, etc. La dictature de l'économie s'est imposée. Celle-ci a appelé à son service des révolutions informatiques, technologiques et productiques. Des évolutions de modalités managériales ont immanquablement accompagné ces changements et ont généré de substantielles modifications des modalités organisationnelles. Les nouveaux modes d'organisation, les pratiques de management qui les ont accompagnés ainsi que les évolutions techniques de toutes sortes inhérentes à ces bouleversements ont induit des modifications de compétences pour les opérateurs ainsi que leur manière de les pratiquer. Cette évolution n'est pas restée et ne restera pas sans conséquence chez la personne au travail concernée par ce changement de paradigme. Car c'est bien la représentation du monde du travail de l'opérateur, de l'homme au travail et du citoyen qui s'en trouve révolutionné. Le modèle cohérent mais passé qu'il a pu connaître, sa vision du monde du travail est désormais remise en cause. Ces représentations idéologiques du travail s'en trouveront également déstabilisées, jusqu'au moment où il pourra mettre en place une nouvelle organisation idéologique. La question se pose alors, celle du prix qu'il devra acquitter pour cela. Au détriment de laquelle de ses valeurs et pour quel bénéfice ou quel dommage? Comment pourra-t-il mettre à distance l'insupportable? Des éléments de réponse nous sont apportés par le repérage des dysfonctionnements organisationnels et le constat de l'apparition de personnes investies du rôle de bouc émissaire, nécessaires éléments sacrificiels visant au maintien d'un équilibre de toute façon précaire et plus ou moins satisfaisant pour l'organisation. Le phénomène de la violence a toujours été présent. Ce qui peut aujourd'hui être différent concernant ce phénomène, c'est le constat de prétextes beaucoup plus insignifiants quant à son déclenchement au travail. Ce constat est peut-être la manifestation que ce besoin est de plus en plus utile en termes de régulation organisationnelle. Cette réponse régulatrice non adaptée et de court terme tend à chroniciser le malaise organisationnel et ne l'évacue en aucune façon. Cette violence tend à se généraliser et devenir une réponse possible à la gestion d'un conflit qui est pourtant banal, par essence, dans le travail. Elle s'est complexifiée dans sa gestion, par l'apparition de modalités ou les formes de harcèlement et de stress en constante évolution. La difficulté pour l'organisation à gérer la vie des hommes dans l'entreprise dans ces formes de débordement l'amène à vouloir nier cette réalité en se voilant pudiquement la face.
Ceux qui évoquent l'existence de cette violence prennent le risque de s'attirer des regards gênés au mieux et au pire d'être sacrifiés sur l'autel d'un équilibre organisationnel assez souvent précaire, tels les porteurs de mauvaises nouvelles de Sophocle. Nous avons constaté à l'occasion de l'étude de la littérature scientifique que les thèmes spécifiques à la psychologie des organisations comme la motivation, la satisfaction au travail, le leadership, étaient relativement peu développés. La littérature anglo-saxonne, elle, fait preuve d'une plus grande richesse de travaux concernant ces problématiques. Les mécanismes plus ou moins élaborés que l'organisation peut mettre en place pour se prémunir d'une possible contagion d'évocation et non de traitement renvoient à des attitudes politiquement admissibles. Ces attitudes ne soulagent en rien ni la crainte ni la détresse des personnes présentes dans l'organisation. Chacun assez souvent, et en l'absence de politique de traitement et de prévention dans l'organisation, préfère se taire. Cette loi du silence généré et respectée par chacun prépare les individus à devenir la future cible de ce système pervers. De plus, une préoccupation récente en termes de recherche met en avant l'importance des conséquences de personnalités dites difficiles. Ces recherches ont commencé à faire état du repérage de ces personnalités difficiles, ayant une nette tendance à développer des comportements tyranniques ainsi que des conditions violentes dans les techniques managériales qu'elles mettent en place. Celles-ci ont bien sûr les pires conséquences sur l'altération de la vie de leurs collaborateurs au travail, ainsi que la leur en maintenant et en renforçant leurs modalités comportementales. Ce problème n'est pas réductible à certains milieux spécifiques de travail, ni même de catégories de personnel. Le phénomène des violences hiérarchiques et organisationnelles reste encore difficile à aborder, à décrire, à analyser et à combattre. Il n'en demeure pas moins présent. Pourtant, l'écoute clinique d'évocation des situations de violence par des plaignants ou l'analyse de certains audits sociaux sont édifiants et ne peuvent laisser indifférents. Trop peu de grandes organisations ou d'entreprises disposant pourtant de moyens importants, poussés par l'émergence de situations graves, ont réfléchi à la formalisation de modalités de prise en charge de situations conflictuelles ou de plaintes émanant de membres de leur personnel. On peut pourtant quelquefois assister à des mises en œuvre d'approches pour prévenir les risques psychosociaux dans les organisations, ou auprès de managers de proximité ou de dirigeants d'entreprises qui se révèlent intéressantes. C'est un sujet sensible produit de complexes éléments constitutifs qu'il n'est pas aisé de cerner, qui constituera pourtant la toile de fond de la problématique abordée à l'occasion de notre travail. Pouvoir contribuer à démêler ces nœuds de signification pour aider l'homme à vivre l'organisation, ou encore le travail à redevenir lieu et objet de réalisation, relève d'un véritable défi pour des psychologues du travail. Leur posture déontologique, leur grille de lecture, leur analyse les aideront ainsi à décrypter les différents nécessaires niveaux de traitement de cette problématique. La pratique du psychologue du travail en s'associant à d'autres professionnels reconnus et œuvrant à la prise en compte de la situation de travail de l'homme, lui permettra de coordonner ce regard pluriel pour n'en tirer qu'un bénéfice, celui de l'amélioration de la vie de l'homme au travail. Le travail a d'abord été l'objet de l'attention du regard médical. Bernardino Ramazzini, professeur de médecine à Padoue, publie en 1700 le Traité des maladies des artisans. Cela en fait un des précurseurs éclairés de la description et de l'analyse des accidents du travail. C'était l'occasion du premier constat des contraintes physiques auxquelles étaient exposés ces opérateurs et leurs ouvriers, du fait de leurs activités professionnelles. Bien plus tard, le taylorisme, mettant en œuvre de nouvelles conditions de travail, a retenu l'attention de la psychiatrie et de la psychologie. La psychologie, dans le cadre de la théorie psychopathologique du travail, analysait le travail en tant que facilitateur dans le processus thérapeutique, mais aussi en tant que source de psychopathologie pour le travailleur. Dès lors, Louis-René Villermé et Henri Wallon ont progressivement mis en évidence les conséquences des mises en œuvre de l'organisation du travail taylorienne qui transformait la fatigue physique du travailleur en fatigue mentale. Par le passé, nous avons suffisamment pu être confrontés à des manifestations de fatigue mentale et constater les dégâts qui pouvaient être causés par ce type de fatigue sans avoir pu pour autant questionner l'organisation et l'organisateur du travail comme il l'aurait fallu. Ce que nous avons constaté,
c'est que la manifestation du trouble étant plutôt reportée sur la responsabilité seule de l'opérateur n'arrivant pas à assumer ce que l'on pouvait attendre de lui, questionnant ainsi plus l'opérateur que l'organisation. Le législateur, lui, soucieux d'apporter des réponses juridiques visant à freiner ce phénomène, proposa en 1992 une loi relative au harcèlement sexuel, loi numéro 92-1179 du 2 novembre 1992. Le Bureau international du travail lançait en 2002 un véritable cri d'alarme, car le stress et burn-out seraient responsables d'un absentéisme de plus en plus important dans les entreprises. Depuis, le phénomène de mal-être au travail, avec des conséquences quelquefois dramatiques, n'a cessé de s'accroître, l'actualité en témoigne régulièrement. En France, une nouvelle loi contre le harcèlement moral au travail, loi numéro 2002-73 du 17 janvier 2002 vit le jour faisant partie de la loi cadre dite de modernisation sociale. Confirmant le constat précédemment réalisé, le département des affaires régionales de l'économie et de la santé, DARES, à la Direction générale du travail, DGT, du ministère du Travail nous a sollicité en avril 2002 dans le cadre du travail ayant pour objet la stabilisation d'un protocole de passation d'un questionnaire. Cet outil avait pour vocation d'enquêter auprès des grandes entreprises de 1000 personnes et plus. Nous avons pu constater que si ce projet pouvait être prometteur quant au questionnement de cette problématique de l'organisation, il s'était progressivement réduit à sa plus simple expression. Un rapport commandé par le ministère du Travail portant sur la détermination et le suivi des risques psychosociaux a été rédigé par le Dr Patrick Légeron et le juriste Philippe Nass en 2008. Ce rapport a préconisé et permis la création d'un collège d'experts dirigé par le professeur Michel Golac. Ce groupe de travail livra en 2011 une définition des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux au travail sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Le rapport Légeron-Nass amena les partenaires sociaux à proposer le principe de la nécessité d'un projet d'accord en entreprise. Cet accord relatif au stress au travail était un accord national interprofessionnel, ANI, et a été signé le 2 juillet 2008. Il portait sur la thématique du stress au travail. Le plan d'urgence d'Arcos d'octobre 2009 s'est appuyé sur l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail de juillet 2008 et sur les recommandations qui y figuraient. De notre point de vue, il a contribué, malgré les nombreuses critiques émises sur la forme, à initier une dynamique qui a amené les grandes entreprises, grâce à l'exigence d'engagement formalisé, à une négociation sur les risques psychosociaux en leur sein. Le débat était alors ouvert. En 2010, un accord cadre sur le harcèlement et la violence au travail portait sur ces phénomènes, qu'ils soient physiques, psychologiques ou sexuels, et que les protagonistes soient internes ou externes à l'entreprise. Le principe de ce dispositif a été signé par les partenaires sociaux européens en 2007. Il a été transposé en France le 26 mars 2010 et étendu, par arrêté, le 31 juillet 2010. Un progrès dans la prise en compte de ce type de problématique pouvait alors être acté. On ne pouvait plus systématiquement renvoyer le traitement du trouble de l'opérateur à un facteur personnel, exonérant l'organisation de la moindre responsabilité. De fait, les réponses possibles devaient prendre en compte la mesure de ce constat et s'adresser autant à l'opérateur qu'à l'organisation. Une problématique générant une exposition commune d'opérateurs à des facteurs communs d'agression devait impliquer un premier niveau de traitement, pour le moins, commun à ces opérateurs. Nous avons pu constater, à l'occasion d'audits réalisés dans les entreprises, qu'il existait des facteurs de stress assez facilement identifiables et récurrents qui pouvaient apparaître dans la mise en œuvre du travail. On peut citer par exemple le contact avec un public, un manque de moyens quant à la réalisation des tâches à effectuer ou des missions à mener, le travail à réaliser en urgence, des zones de responsabilité entre opérateurs mal définies, la systématisation de la pression de la hiérarchie, la non-reconnaissance quant au travail réalisé. Ces éléments sont assez simplement repérables comme pouvant augmenter potentiellement l'exposition au stress et de fait aux risques psychosociaux.
Que dire quand ces éléments s'additionnent dans leurs effets dévastateurs sur la vie au travail du collaborateur? L'énoncé du mot collaborateur, au singulier, implique que nous nous situons dans une prise en compte individuelle du phénomène. Or, l'intérêt de cette définition est qu'elle modifie le point de vue de l'analyse du collaborateur seul vers l'étude d'un groupe de collaborateurs concernés par ces facteurs stressants possiblement générateurs d'exposition aux risques psychosociaux. L'ensemble des facteurs que nous avons nommés plus haut peuvent donc générer des risques psychosociaux auprès d'individus seuls, mais également générer des risques psychosociaux auprès de collectifs professionnels quand cette exposition est collective. Comme il existe un facteur de stress et un mal-être individuel au travail, nous pouvons postuler qu'il peut exister un facteur de stress et un mal-être collectif au travail. Ce point nous semble important, car il nous permet de légitimer notre intention première quant à ce travail, à savoir reposer la nécessité du questionnement de l'organisation autant que questionner l'organisation psychique de l'acteur lui-même. Ce sens de questionnement vient à l'encontre de ceux qui pourraient vouloir davantage mettre en évidence les déterminants individuels, comme un phénomène de société qui reconnaîtrait l'entreprise comme étant une victime, et non comme une possible régulatrice de ce phénomène. Nous pensons pour notre part, que l'entreprise peut avoir cet effet de régulation. Car comment construire un monde organisationnel où certaines règles peuvent exister si elles ne sont pas présentes de la même façon dans notre monde? Est-ce une utopie? C'est une utopie, de la même façon que le droit du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.